Bonsoir Michel Sapin. Bonsoir. Ministre de l'Emploi, du Travail, de la formation professionnelle et du dialogue social. On va parler avec vous des 3 événements qui se sont produits cette semaine. L'accord entre les partenaires sociaux sur l'emploi, et là vous êtes en première ligne. L'engagement de la France au Mali, vous avez en tant que membre du gouvernement forcément une appréciation sur la question. Et puis la manifestation qui s'est déroulée cet après-midi, qui continue d'ailleurs, on peut voir les images au Champ de Mars, il y a encore beaucoup de monde. Quand vous voyez ces images, vous dites il se passe quelque chose? Ouais, il y a du monde. C'est une manifestation importante. C'est une manifestation dont on doit respecter les motifs. Que sur un sujet comme celui-ci, comme sur d'autres sujets, des citoyens français veuillent exprimer une opinion et qui veuillent le faire, y compris en manifestant, c'est un droit qui est protégé par la Constitution, par la République. Après, est-ce qu'on est dans un concours pour savoir combien il y a de personnes? Est-ce qu'il y en a beaucoup, énormément, ou est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est incontestable. Il y en a beaucoup. Bien. Ils expriment une opinion, libre à eux. Est-ce que ça fait changer pour autant le cours des choses? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous avez une légitimité dans l'expression de votre opinion quand vous défilez dans la rue. D'autres avant eux l'ont fait. D'autres après eux le feront sur d'autres sujets. Mais la légitimité fondamentale dans une république, c'est le Parlement. C'est le Parlement qui vote la loi. Et donc c'est au Parlement que la loi sera votée. Vous n'êtes pas impressionné de voir que la France aujourd'hui est coupée en deux sur ce sujet? Est-ce que le rôle de la majorité et plus encore du président de la République, ce n'est pas de rassembler? Oui, évidemment. Le rôle du président de la République est de rassembler le plus possible. On en verra d'autres aspects, qu'il s'agisse bien sûr de la stature internationale de la France ou peut-être par exemple la question du dialogue social. Mais je n'ai pas le sentiment d'une France coupée en deux, objectivement. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a une moitié de la France contre une autre moitié de la France. Il y a une partie de la France qui exprime une opinion très fortement. D'ailleurs, une autre partie peut aussi exprimer l'opinion inverse, être extrêmement favorable au mariage pour tous. Non, ce sont des opinions qui s'expriment et qui se confrontent. Ça n'est pas une France coupée en deux. Demandez aux Français, parlez avec l'ensemble des Français. Est-ce que c'est le sujet sur lequel ils ont envie de s'opposer les uns aux autres? Non. Est-ce que c'est le sujet fondamental de préoccupation aujourd'hui? La réponse, vous le savez très bien, est non. Leur sujet fondamental, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est la place de la France dans l'Europe, c'est éventuellement la place de la France mais dans le monde. Mais pourquoi entend-on le Parti socialiste, sujet. surtout sur cette question, en faisant une affaire presque de vie ou de mort? Ça, c'est vous qui le dites. Je n'ai pas eu le sentiment que c'était l'expression. Le Parti socialiste a une opinion. Il a même pris des propositions. Le président de la République a, dans les propositions qu'il a présentées en français, j'en sais quelque chose, parmi ces propositions, dit « je ferai adopter, je proposerai l'adoption du mariage pour tous ». Nous sommes dans la clarté la plus totale et en même temps dans la sérénité la plus totale. Il ne s'agit pas d'être dans des débats rhétoriques violents. Il s'agit d'être dans des débats le plus rationnels possible. Admettez avec moi que beaucoup de gens qui ont voté pour François Hollande l'ont fait pour une orientation générale de sa politique, essentiellement économique et sociale, et pas forcément pour le mariage homosexuel. Pas forcément pour cela. Évidemment, dans une campagne électorale, il est rare que tout se détermine sur un seul sujet. J'ai eu le sentiment que dans la campagne électorale, ce qui a beaucoup été abordé, c'est ce qui préoccupe encore aujourd'hui les Français. L'économie, l'emploi, le pouvoir d'achat, les questions sociales. Ça, c'est au cœur des préoccupations des Français. Ce soir, c'est tout à fait normal. Nous parlons de cette manifestation, qui est un événement en tant que tel. On ne va pas dire que ça n'a pas existé. Mais est-ce que dans 15 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, ce restera un événement? Je ne le pense pas. La loi aura été votée. Et personne ne reviendra sur la loi qui aura été votée. Pas de référendum. Pourquoi un référendum? En quoi est-ce que ce serait utile? Est-ce qu'il y a une majorité au Parlement? Les Français se manifestent en conscience et individuellement. Bien sûr, mais alors pourquoi sur ce sujet et pas sur un autre? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas son temps à poser des questions aux Français? Si on demande aux Français un référendum, ils disent oui, bien entendu. Puis après, le jour où on pose la question, franchement, ça ne les passionne pas toujours. Hier, le président de la République est intervenu pour expliquer pourquoi la France s'était engagée au Mali. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Je rappelle que la France, dans cette opération, ne poursuit aucun intérêt particulier, autre que la sauvegarde d'un pays ami, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi
son action est soutenue par l'ensemble de la communauté internationale et saluée par tous les pays africains. Alors, d'une façon générale... c'est fort, enfin, c'est une expression qui est forte. Je pense que c'est une expression dans laquelle les Français se reconnaissent. On ne poursuit pas un intérêt particulier. On poursuit un intérêt général. Celui de la paix, celui du respect de l'intégrité d'un pays et de la lutte aussi contre un fanatisme qui pourrait avoir le droit de s'exprimer religieusement, mais qui voudrait transformer ce fanatisme religieux en un fanatisme purement politique. À l'occasion de cette intervention, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs, beaucoup de commentateurs disent « Ah bah ça y est, on a enfin trouvé un président de la République ». Et même Jean-Christophe Cambadélis, socialiste pourtant, dit « Ah, ça va marquer un tournant ». On voit que François Hollande sait finalement prendre des décisions, même difficiles. Heureusement que ce n'est pas la guerre tous les jours. Heureusement que engager les forces, c'est-à-dire engager la vie, soit la vie des soldats français, soit la vie des autres, ceux qui sont en face, on n'a pas à le décider tous les jours. Ce sont des moments exceptionnels. Et là où on juge un président de la République, c'est dans les moments exceptionnels. On peut avoir un comportement normal dans la vie de tous les jours et avoir l'attitude exceptionnelle qui convient dans les moments exceptionnels de la vie d'un pays. Mais pourquoi cette surprise en constatant qu'il est capable de faire ça? Est-ce que je me sens surpris? Non, pas vous, mais voilà, on se disait, bah, ce président, il ne prend pas de décision, il est là, toujours en train de peser le pour et le contre. Je ne sais pas qui est on. Oh, mon grand-père disait... Beaucoup de commentateurs, et même au sein du Parti Socialiste, on entendait des impatiences. Je ne vous dirai pas je vous dis, Jean-Christophe Cambadélis dit « Ah, c'est un tournant ». Et je ne vous dirai pas comment mon grand-père définissait le « on ». Oui, bon. Bien. Donc, non, il y a des décisions de nature différente à prendre quand on est président de la République. Il y a des décisions qui demandent du temps pour mûrir et surtout du temps pour s'appliquer. C'est en particulier dans le domaine économique et social. Et il y a des décisions qui demandent pas de temps. On doit réagir immédiatement. Si on ne le fait pas à cet instant-là, par exemple, dans le cas qui nous occupe, les colonnes seraient déjà arrivées dans les faubourgs de Bamako, et c'est tout un pays, toute l'intégrité territoriale d'un pays qui serait mise en cause. Et c'est à partir de là un État terroriste au cœur de l'Afrique qui se serait installé avec à ses côtés ou en limitrophe l'intégrité de la Mauritanie, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger. Enfin, je peux vous les prendre tous ensemble. Donc c'est une œuvre d'intérêt général, d'intérêt international. Alors, vous avez vu combien toute la communauté internationale, il n'y a pas un pays dans le monde qui ne soit pas aux côtés de la France dans cette intervention. François Hollande, c'est pas un mou. Comment? François Hollande, c'est pas un mou. Ah, c'est pour ça que je ne vous comprenais pas quand vous me parliez. Qui peut dire que François Hollande est un mou? François Hollande est un homme de détermination et c'est en même temps un homme d'écoute. Écouter, dialoguer, c'est le meilleur moyen de préparer une décision nette, tranchante et efficace. Il y a eu donc vendredi cet accord entre les partenaires sociaux signé par toutes les organisations patronales, par la CFDT, par la CFTC et par la CGC, hein, les cadres. François Hollande appelait un compromis historique. Les signataires parlent plutôt d'accords ambitieux. Un mot qualificatif ? Un mot. On va parler en plusieurs détails. Il est extrêmement important. Allez, si vous voulez qu'on mette un mot, j'en mets deux. Il est extrêmement important. Pour ce qui est du qualificatif d'historique, je dirais juste une chose. Ça fait 50 ans qu'il n'y en a pas eu de cette nature. Quelque chose qui se passe 2 fois par siècle, ça ne doit pas être très éloigné d'un événement historique. La CGT et Force ouvrière n'ont pas signé. Et vous voyez bien qu'elles sont marginalisées, ces deux organisations? Non, elles ne sont pas marginalisées. Elles ne sont d'ailleurs pas marginalisées dans la négociation elle-même. Car la caractéristique, c'est que ces deux organisations étaient là au début de la négociation, en souhaitant participer, et étaient là à la fin de la négociation, en ayant participé à cette négociation. Et leur présence autour de la table a permis aussi de peser dans le débat et d'obtenir un certain nombre d'avancées pour l'ensemble des salariés. Parce que cet accord contient des avancées décisives pour l'ensemble des salariés français. On va y venir tout de suite, mais je vous propose d'écouter tout d'abord les réactions d'un des signataires, M. Pierron de la CFDT, et un de ceux qui a refusé de signer, M. Lardy de Force ouvrière. Le projet d'accord qui est proposé est un accord ambitieux qui va permettre de lutter contre le chômage,
qui doit participer à faire reculer la précarité. Alors, il y avait les soldes, c'était les soldes pour les droits des salariés aujourd'hui. Et nous considérons que c'est un jour sombre pour le droit des salariés. C'est un projet d'accord qui nous est présenté qui est extrêmement déséquilibré. Peu de droits en matière de sécurisation de l'emploi et beaucoup de flexibilité. Alors vous, bien sûr, vous pensez que les salariés ont gagné beaucoup, ou vont gagner beaucoup à travers cet accord, principalement sur quoi ? Moi, je ne rentre pas dans le débat entre les organisations syndicales. Non, mais c'est votre appréciation. Je ne rentre même pas dans le débat entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Mon objectif, et ça a été mon rôle, c'était de faciliter les compromis et permettre qu'on aboutisse à un accord, parce que cet accord est absolument décisif pour la suite. Il est décisif pour les entreprises, il est décisif pour les salariés. Je pourrais vous le décrire très concrètement. Pour les entreprises, pourquoi ? Attendez, pour les entreprises, on y reviendra. Les salariés. Sur les salariés. Je prendrai juste un exemple. Juste un exemple. Lorsque vous êtes licencié aujourd'hui, ça fait mal, vous perdez votre emploi. La première question que vous posez, c'est comment je vais être indemnisé ? Cette indemnisation va être considérablement améliorée. La deuxième question que vous posez, j'avais une mutuelle, j'avais une complémentaire santé. Le jour où je suis licencié, cette complémentaire santé tombe. Avec cet accord, vous conservez votre complémentaire santé. Aujourd'hui, il n'y a pas la moitié des salariés français qui bénéficient d'une complémentaire santé payée en partie par leur entreprise. Demain, la totalité des salariés français vont bénéficier d'une couverture santé. On est vraiment dans le concret des familles, dans les préoccupations des gens. La peur d'être licencié, ça comprend aussi cette préoccupation-là. Il y est répondu très concrètement par cet accord. Et il y a aussi une taxation plus forte des CDD de courte durée, jusqu'à 3 mois, 1, 2, 3 mois. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui va inciter des entreprises à embaucher davantage, à embaucher en CDI en disant, alors qu'elle a besoin de quelqu'un uniquement pour quelques semaines ? Les CDD, ce n'est pas remplacer quelqu'un qui part en congé maternité. Ça paraît normal. Qu'il existe des contrats à durée déterminée de ce point de vue-là. Il n'y est pas touché. Il n'est pas question de gêner en quoi que ce soit des remplacements de cette nature. Simplement, M. Mazerolle, au cours des 10 dernières années, l'utilisation des CDD, des contrats à durée déterminée, de moins d'un mois, parfois de moins d'une semaine, ont été multipliés par plus de 2. Expliquez-moi ce qui a changé, qui ferait que les entreprises aient besoin de gens dans une telle instabilité qu'on les prend semaine après semaine. Cette situation était anormale. Elle était considérée comme telle d'ailleurs par beaucoup de chefs d'entreprise. Et c'est ce qui a permis qu'il y ait sur ce point une décision très importante. Les CDD très courts vont payer plus cher en termes de cotisation chômage, c'est quand même la moindre des choses. Et en échange, les contrats à durée indéterminée pour les jeunes de moins de 26 ans, les 3 premiers mois ou les 4 premiers mois, suivant qu'on est dans une entreprise de plus de 50 ou de moins de 50, vont voir annuler la cotisation chômage. C'est une incitation énorme pour que les entreprises, premièrement, embauchent plus de jeunes et deuxièmement, cessent de considérer que les jeunes de France ne sont voués qu'à l'instabilité professionnelle et à l'insécurité professionnelle. Maintenant, on leur offrira une voie beaucoup plus stable. Que répondez-vous à ceux qui pensent que finalement c'est quand même le patronat qui a plus gagné à cet accord parce qu'il y a un changement fondamental dans les règles de licenciement. Disons que maintenant, un salarié d'une entreprise ne peut plus vraiment s'opposer à un accord collectif sur un plan social, sur un certain nombre de décisions qui auraient été prises et qui peuvent modifier son contrat de travail. Pardon, parce qu'on est sur des sujets très précis, vous êtes un peu approximatif. Oui. Un salarié qui est protégé par un accord signé par des représentants qui représentent plus de 50% des salariés dans l'entreprise, il n'est pas protégé ? Il est extrêmement protégé. Il est extrêmement protégé. Simplement, c'est un accord, c'est une négociation dans l'entreprise. La direction de l'entreprise explique le pourquoi de la situation. Les organisations syndicales essayent de comprendre le pourquoi de la situation et de défendre. Défendre d'abord quoi ? L'emploi, l'emploi, l'emploi. Aujourd'hui, la seule variable d'ajustement dans une entreprise qui a des difficultés passagères, c'est le licenciement. Demain, les autres variables d'ajustement, ce sera la mobilisation du chômage partiel, la mobilisation des droits à la formation et au bout du compte, la protection des salariés eux-mêmes. Ils seront beaucoup plus protégés demain qu'ils ne le sont aujourd'hui. Le projet de loi que vous allez présenter en Conseil des ministres et ensuite au Parlement au mois de mai reprendra tel quel l'accord ?
Sans modification? Un accord, ce n'est pas un texte de loi. Donc il faut transcrire dans un texte de loi les dispositions de l'accord. Mais le texte de loi transcrira l'accord et respectera l'équilibre de l'accord. Un accord entre des forces qui ont des positions différentes au départ, c'est un équilibre. Il faut donc respecter cet équilibre. C'est ce qu'a dit, dans ces mots bien choisis, le président de la République, quand il a dit « transcrira fidèlement l'accord dans la loi ». Équilibre, ça ne veut pas dire reprise de toutes les dispositions. Non, mais parce que, je ne veux pas là aussi faire de la technique, mais il y a un certain nombre de dispositions qui ne sont pas de l'ordre de la loi, qui sont de l'ordre de la négociation entre les partenaires. Celles-là, elles ne seront pas dans la loi. On ne va pas les transcrire dans la loi. Il y en a d'autres qui sont des dispositions qui engagent une nouvelle négociation. Par exemple, dans le domaine de l'intérim, où il n'y a aucune disposition nouvelle, contrairement à ce que j'entends parfois dans l'accord, c'est une nouvelle négociation qui s'ouvre au sein de la branche de l'intérim. Donc vous voyez bien que tout ne se transcrit pas dans un texte de loi, mais tout ce qui est concret, tout ce qui est précis dans l'équilibre de l'accord sera fidèlement transcrit dans le texte de loi.